là. Vous me voyez là? Alors attendez-moi parce que vous n'avez pas encore lancé. Il est pas en direct. Ah d'accord. Est-ce que vous avez un bouton marqué diffuser en direct? Oui, ça y est, on est Il y a marqué dessus, hein. direct, il y a la petite On est lumière en- direct. Allez-y, c'est parti. Est-ce que vous l'avez? Voilà, non, alors pas. Là, vous êtes en direct là? Oui. Ouais. Alors attendez, parce que ça. Ah on voit, moi je le vois, Ligue des animaux en direct. D'accord, alors attendez, parce que moi je reçois la notif que après, c'est normal, il y a un petit temps d'attente. Ah, c'est bon, parfait, parfait. Bon, bah je vous laisse du coup. Alors vous présentez votre parti et votre programme sur la question animale et climatique, et après on aura des questions. Je vais présenter très vite, hein. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des questions assez rapidement. D'accord, ça marche. Ah, je vais pas faire un trop... On va essayer de le partager sur les groupes et tout ça. Voilà. D'accord. Voilà, bah, bon live, on se rappellera. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, hein, donc j'espère que les gens vont être indulgents. Ça dure combien de temps? 1 heure? Bah, 1 heure, après si vous voulez faire moins, c'est comme vous voulez. 1h10, 15 maximum. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah au revoir. À tout à l'heure. Au revoir, merci Enzo, à bientôt. Ça se voit à l'envers. Ça va? Je suis désolée, David. Mais non, mais c'est pas, c'est la vie. Il y a des problèmes plus importants dans la vie. Bonjour tout le monde, je sais pas si les gens me voient. Dites-moi oui, oui, bonjour. Mais dites-moi oui si vous m'entendez. Ah oui, on te voit. Hein. Bah super. On Ah m'entend ouais. aussi? Vas-y. Bonjour tout le monde. Oui, on entend, super. Et on pose les questions dans les commentaires. Eh bien écoutez, bonjour, bienvenue sur ce Facebook Live à l'invitation de la Ligue des animaux. Je suis très honoré de clôturer la campagne des écologistes de la liste Europe Écologie conduite par Yannick Jadot avec vous pour parler d'un sujet qui est extrêmement important historiquement pour les Verts, pour les écolos et pour beaucoup d'autres gens d'ailleurs, qui est la question de la condition animale. Alors, j'ai essayé de ne pas être trop long parce que ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir échanger avec vous, de lire vos questions et de pouvoir y répondre et que ça soit un peu interactif. J'ai cru comprendre que c'était le concept de ce genre d'exercice. Donc là, je suis dans mon bureau, au siège d'Europe Écologie, Les Verts, à Montreuil. La première chose dont je voulais parler avec vous, c'est la raison pour laquelle les écologistes, depuis très longtemps, sont concernés par la question de la condition animale. Vous savez peut-être que avant même que le mot écologie existe, il y a eu au tout début de la révolution industrielle et même un petit peu avant, à la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de penseurs, d'intellectuels qui ont perçu l'accélération de la destruction de la nature qui coïncidait également avec la surindustrialisation et ce qu'on a appelé donc la révolution industrielle. Je pense à des penseurs comme Fourier par exemple, qui très tôt ont mis un lien entre la destruction du vivant, la destruction de l'environnement et aussi la détérioration de la condition humaine et également les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes ou entre les individus en général. Et donc ça, c'est quelque chose qui a vertébré la pensée écologiste pendant de nombreuses décennies. Et quand dans le champ de la gauche, hein, ça c'est ce dont je parle, c'était une sorte de socialisme... Pardon pour la petite interruption. Au moment de cette pensée dite pré-marxiste, il y avait ce lien qui était fait. Et quand le marxisme est arrivé, il y a eu une nouvelle conception d'un socialisme plus dit scientifique, où il y a eu une tendance à rendre comme objet l'ensemble du vivant, et ça a été ce qu'on appelait le productivisme, etc., etc. Je fais un saut dans le temps, et au milieu du XXe siècle, il y a eu le sujet du retour de l'écologie, et donc de la relation entre les animaux humains et les animaux non humains. Et donc, pour les écolos, ce qui nous distingue sans doute de l'ensemble des autres forces politiques, je parle des forces politiques traditionnelles, hein, pas des copains du parti animaliste ou des autres partis écolos, mais entre les partis écolos et les autres partis des forces traditionnelles, il y a une différence fondamentale, c'est que nous, quand on regarde le monde, quand on regarde la société, nous n'avons pas une vision anthropocentrée. C'est-à-dire qu'on ne part pas
uniquement du point de vue de l'humain, mais on essaye d'appréhender le monde et la société, et notre civilisation, du point de vue de l'ensemble du vivant, c'est-à-dire des animaux humains, des animaux non humains, mais également de la flore, etc., etc. Et donc ça conditionne l'ensemble du projet politique qui est le nôtre. Donc, par rapport à ces élections européennes, je passe directement au vif du sujet, on a essayé de réfléchir d'abord en s'appuyant sur un bilan. Un bilan au niveau européen, mais un bilan également dans les collectivités locales, un bilan également quand nous avions encore des députés dans le Parlement français. Vous avez peut-être, sans doute, j'espère, entendu parler de Laurence Abeille, qui était député lors de la mandature précédente et qui a fait un très gros travail par rapport à la question de la condition animale. C'est un sujet qui était assez peu appréhendé à l'Assemblée nationale parmi les élus parlementaires, qui est un sujet, on va se le dire, hein, qui est très souvent un peu méprisé. Et elle a réussi à faire avancer, à commencer à faire avancer les choses au niveau de cette Assemblée. Aujourd'hui, d'autres parlementaires, bon, il n'y a plus de LV, mais il y a par exemple des élus de la France Insoumise qui font ce boulot-là. Et c'est une très bonne nouvelle, c'est un très bon acquis. Au Parlement européen, le député qui a beaucoup bossé là-dessus, qui siégeait avec nous, c'est, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est Pascal Durand. Et donc on s'est appuyé sur tout ce boulot, aussi une commission de la condition animale qui est très active dans notre parti Europe Écologie Les Verts et qui nous a permis de travailler sur notre programme global, mais aussi, alors vous allez le voir à l'envers, c'est le petit livret qui est accessible sur notre site, pour leclimat.eu ou voterclimat.eu, vous allez trouver ça facilement. Donc vous avez un petit onglet et l'ensemble de nos documents thématiques. Et donc on a un des documents qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour protéger le vivant et les animaux ?» Et donc là, on a essayé de développer ce qu'on voudrait faire au niveau européen pour peser sur la question de la condition animale. Et en réalité, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des choses au niveau réglementaire, sur qu'est-ce qu'on entend par respect de la condition animale. Ça veut dire, par exemple, vu que vous savez que la politique, il y a une grosse politique menée par l'Europe qui est ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, et qui détermine les aides qu'on donne à l'agriculture. Et là, évidemment, quand on parle d'agriculture, on parle également d'élevage. Et là, on sait aujourd'hui, avec le développement de l'agriculture industrielle, qu'aujourd'hui on n'a plus de fermes, mais ce sont des usines à œufs, des usines à viande, des usines à lait. Et là, il est primordial d'empêcher que des financements publics, et notamment donc des financements européens, continuent la fabrication de ces usines à viande, à lait, à œufs, je l'ai dit, mais qui sont aussi des usines à souffrance pour les animaux. Ça passe aussi par l'encouragement à développer l'alimentation non carnée. Et ça, c'est ce qu'on propose, par exemple, en faisant en sorte qu'il y ait dans la restauration collective au niveau européen une alternative végétarienne ou végane qui permette de limiter, en tout cas ne pas obliger les gens à continuer à consommer de la viande, qu'on ait le choix et pour faire changer les mœurs. Donc il y a aussi la question des trafics d'animaux dits exotiques. Ça, c'est un des plus gros trafics. Alors on parle souvent du trafic de drogue, du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains, et là ça existe encore. Mais l'un des plus gros business au niveau de la planète, c'est le trafic soit d'animaux exotiques, soit de morceaux d'animaux exotiques. Je pense aux défenses des éléphants, aux cornes des rhinocéros, etc. etc. Et donc, voilà un peu l'esprit. Alors, je vous ai donné que quelques exemples, mais il y en a d'autres. Je propose qu'on ait des échanges, surtout que je vois qu'il y a différentes questions qui se posent. Que ferez-vous pour les gens qui maltraitent nos amis à quatre pattes? Alors, il n'y a pas que les amis à quatre pattes, il y a plein d'animaux qui potentiellement sont maltraités. Je pense notamment aux oiseaux. Vous savez aujourd'hui qu'on a beaucoup de problèmes par rapport à des pratiques de chasse qui sont extrêmement destructrices et aussi extrêmement cruelles. Alors, toutes les formes de chasse le sont, mais je pense par exemple à la chasse à la glu. Vous connaissez peut-être cette chasse qui est pratiquée notamment en France dans les Bouches-du-Rhône, qui consiste à badigeonner d'une glu spéciale
des endroits, des branches d'arbres ou des stations où on pense que des oiseaux vont se poser, et les oiseaux se posent sur ces branches et sont prisonniers de la glu, se débattent, souffrent, enfin bref. C'est évidemment une horreur. Globalement, pour l'ensemble de la maltraitance animale, on pense que notamment, là je vous parlais aussi des animaux domestiques, c'est-à-dire qu'il est nécessaire, et on souhaite, qu'il y ait une évolution de la façon dont on autorise, par exemple, pour avoir accès à des animaux domestiques, la vente en animalerie. On souhaite également favoriser donc le fait que ce ne soit pas par la vente qu'on ait accès à des animaux domestiques, mais au contraire que ce soit par les gens qui le donnent, parce qu'ils ont eux-mêmes des animaux, il y a un bébé chien, un bébé chat, et on le donne comme ça, que ça soit très régulé. Après, l'essentiel de la souffrance animale, je l'ai dit, c'est dans l'élevage, c'est-à-dire pour les animaux qui sont destinés à la consommation humaine. Et là, il faut que l'Europe légifère, hein, c'est un de ses moyens d'action, sur l'interdiction de continuer d'avoir ces élevages en batterie, ces élevages en cage pour les lapins, pour les poules, ces fermes des 1000 vaches, des 2000 vaches, pareil pour les porcs ou les porcelets. Et là, pareil, il faut des législations pour qu'on aille vers un élevage, tant qu'on maintiendra de l'élevage, hein, qu'il y ait un élevage qui soit en pleine herbe et tout ça. Il y a un exemple que j'ai eu l'occasion de voir pendant la campagne électorale, peut-être connaissez-vous cet exemple parce que ça a été assez médiatisé, c'est Pool House. Pool House, c'est produire des œufs sans tuer des poules. Et donc ça, c'est un truc assez formidable, c'est-à-dire qu'à la place d'envoyer les poules quand elles arrivent à 1 an et demi à la réforme, on appelle ça, en clair on les tue, on garde les poules jusqu'à ce qu'elles meurent de leur belle mort, si vous voulez. Donc elles vivent dans un champ, elles ne sont pas du tout dans un poulailler industriel. Il y a un poulailler pour qu'elles s'abritent, mais elles sont libres de circuler entre le poulailler et la prairie qu'il y a autour. Et plus fort, Pool House, ils ont réussi, grâce à un procédé allemand, à pouvoir savoir si l'œuf va donner une poule ou un poulet. Et ce qui permet d'éviter le broyage des poussins mâles. Aujourd'hui, dans l'industrie des œufs, quand on veut une poule pondeuse, si c'est un poulet qui arrive, eh ben, les petits poussins sont envoyés à la broyeuse. Et donc, pour éviter ça, on fait en sorte de savoir, avant que l'œuf arrive à maturité et éclose, on sait si ça va donner un poulet ou un poulet. Si c'est un poulet, bah, on arrête l'évolution de l'œuf, donc on n'a pas besoin de broyer le futur poussin. Et on garde les œufs qui vont donner des poules. Et quand les poules éclosent, eh bien, évidemment, on les garde, et on les garde jusqu'à leur fin de vie. Et donc là, c'est la première fois, c'est très innovant, et c'est en France que ça se passe, dans le Limousin, où vous avez des œufs produits sans souffrance animale, sans tuer des poules et sans broyer les poussins. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? Alors, pour les usines à reproduction, je vous avoue de ne pas trop savoir de quoi il s'agit. S'il s'agit des endroits où... parce que là où il y a un scandale au-delà de la reproduction, c'est les endroits où on envoie les bébés porcs, les bébés plutôt veaux, qui, à peine sevrés, sont envoyés dans une unité d'engraissement où ils ne verront jamais le jour. On les fait grandir le plus vite possible. Ça, c'est pas possible. Il faut développer des filières qualitatives où les veaux restent auprès de leur mère le plus longtemps, et continuent de les faire grandir. Et puis voilà, au moment où il faut les abattre, si on est dans une logique où on n'est pas encore dans une logique végane, il y a quand même un respect de l'animal pendant la durée de sa vie. Et là, il y a un autre enjeu, hein, c'est l'enjeu de l'abattage, où d'une part, il faut empêcher qu'il y ait un trajet trop long de ces animaux entre l'endroit où ils ont vécu et l'endroit où on va les tuer. Et dans les pratiques d'abattage, nous plaidons pour l'étourdissement, pour éviter la souffrance. Je pense qu'aussi pour les usines de reproduction, vous parlez notamment pour le porc, où on voit les truies qui sont complètement entravées et qu'on met sous une grille en fer pour allaiter leurs petits le temps qu'ils soient sevrés et elles n'ont même pas la possibilité de se retourner.
Ça percute ce que je disais tout à l'heure sur l'élevage industriel auquel il faut mettre fin une bonne fois pour toutes. Nous, notre logique, c'est de faire en sorte que petit à petit, on réduise la consommation carnée, mais avec une viande qui soit, si j'ose dire, je sais que ça peut choquer des personnes végétariennes ou véganes, mais qui soit de qualité avec des éleveurs qui vivent correctement de leur vie. Et je me dis qu'en faisant ça, petit à petit, on va aller vers la diminution de la consommation de viande, et ça ne sera plus une évidence de continuer à manger de la viande. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? J'en vois pas pour l'instant. Alors j'ai vu que la commission conditions animales, dans le fil de discussion, a mis le lien vers le petit journal, enfin le petit fascicule que je vous montrais tout à l'heure, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour protéger le vivant et les animaux ?» S'il n'y a pas d'inspiration, qu'est-ce que je peux vous dire? Je trouve des idées sur la question. Oui, alors il y a une question qu'on peut aborder, c'est toute la question de l'expérimentation animale. Nous, on souhaite qu'il y ait une réflexion, et il y a un travail qui a déjà d'ailleurs commencé, sur le fait de réduire tout ce qui concerne l'expérimentation animale, qui a souvent été utilisé comme une sorte de facilité, parce qu'on considérait les protocoles, les process médicaux, mais pas seulement, c'est le cas aussi pour les cosmétiques, c'est d'avoir recours à des animaux qui sont par ailleurs pas très bien traités et qui subissent évidemment des traitements particuliers pour expérimenter soit un médicament, soit un cosmétique. Ça, il est nécessaire de l'énormément contrôler pour aller vers l'abandon de l'expérimentation animale. C'est d'autant plus possible qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui arrivent notamment pour l'expérimentation animale pour les humains à reproduire des cellules humaines, et on arrive à aller même beaucoup plus loin en faisant en sorte que c'est vos cellules à vous, en tant que futurs patients, qu'on reproduit et sur lesquelles on expérimente des médicaments qui permettent du coup non seulement de ne pas avoir recours à l'expérimentation animale, mais qui permet aussi de mettre au point des protocoles médicaux qui sont plus fiables, puisque c'est à partir de cellules humaines qu'on fait ces expérimentations. Je fais un petit coup d'œil de côté pour regarder la suite je vous ai parlé de la PAC, je vous ai parlé de l'encadrement de la condition de transport, je vous ai dit l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Ah oui, autre sujet, on était à Vesoul avec Karima Deli il y a quelques jours, où il y avait le projet d'extension d'un élevage de visons. Alors là, c'est très clair, le reste était très clair aussi, mais nous sommes pour l'interdiction non seulement de la production de fourrure en Europe, mais nous sommes également pour l'interdiction de la commercialisation de fourrure, évidemment d'origine animale, en Europe. C'est pas possible aujourd'hui de continuer à avoir recours à des fourrures, à avoir recours aux animaux uniquement pour produire des ornements ou pour se vêtir. On a plein de moyens techniques, modernes, pour pouvoir se vêtir sans avoir froid. Et donc, vous savez, souvent on dit aux écolos, vous voulez revenir à l'âge des cavernes et à l'âge des fourrures. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Pour le reste non plus, je vous rassure. Mais c'est quelque chose qu'il faut clairement interdire. Là encore, l'Europe a du pouvoir. L'Europe a le pouvoir de dire que sur son marché intérieur, elle souhaite l'abandon de la fourrure et donc de ces pratiques cruelles qui sont liées à ce secteur économique, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est par ailleurs un secteur économique qui ne génère même pas énormément d'emplois. Oui, il y a un autre sujet qui est important, c'est mettre fin aux pratiques cruelles de l'animal divertissement. Aujourd'hui, encore trop souvent, les animaux sont utilisés, exploités pour divertir les humains. Donc je pense clairement aux corridas qui n'ont plus leur place en Europe. Donc là, pareil, je vois comment on procède concrètement. Eh ben, on l'interdit.
l'Europe, elle a le pouvoir de pouvoir interdire des pratiques cruelles sur le continent, dans l'Union européenne. Et donc ça, on peut le faire. Il y a également l'utilisation d'animaux dans les cirques. Et puis, vous savez bien, il y a tous les parcs aquatiques où on enferme des dauphins, des orques, pour faire des numéros. Ils sont évidemment pas du tout faits pour être enfermés dans ces conditions. Jette un coup d'œil pour voir s'il y a d'autres petites questions. Non, il n'y en a pas. Autre sujet, alors, qui nous tient à cœur, on sort spécifiquement de la question de la condition animale, mais vous allez voir que ça a un lien. Nous, on assume de dire qu'il est nécessaire de réensauvager l'Europe. Alors, ça peut paraître curieux, dit comme ça, mais il y a un véritable enjeu autour de ça. Notre modèle dit de développement, il a pour conséquence qu'il y a de moins en moins de territoires sauvages sur notre planète. Pourtant, il en reste un petit peu, y compris en Europe. Il faut savoir qu'en Pologne, il y a encore une forêt primaire à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, mais qui sont extrêmement menacées, notamment par des projets de mines de charbon, etc., etc. Et donc, il y a une nécessité qu'au niveau européen, on assume de redonner de la place à la biodiversité, à redonner de la place à la vie sauvage. Il y a un chiffre, moi, qui m'effraie toujours, c'est qu'aujourd'hui, sur Terre, si on regarde la biomasse des vertébrés terrestres, songez que 60% ce sont les animaux destinés à notre consommation, plus les animaux de compagnie, 36% c'est Homo sapiens, c'est les animaux humains, il ne reste plus que 4% de masse vertébrés animaux sauvages. Et donc ça, on ne peut pas continuer parce que les scientifiques nous disent que si ces 4%, c'est déjà pas beaucoup, réduisaient à 2%, ça veut dire que notre écosystème sera tellement altéré qu'on ne pourra plus le réparer. Il est déjà très abîmé. Vous savez qu'on est en train de traverser le 6e épisode d'extinction massif. La dernière fois que c'est arrivé, c'était les dinosaures. Et donc là, il y a une nécessité, d'où cette idée de réensauvager l'Europe. Et une autre idée qui est liée à cela, c'était la question du droit, le droit de la vie, le droit de la nature. Et notamment, c'est Marie Toussaint, qui est également candidate sur notre liste, qui a beaucoup travaillé, notamment avec une auteure formidable qui s'appelle Valérie Cabanès, qui a travaillé sur le concept d'écocide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle de développement, la civilisation humaine, est en train de massacrer le vivant. Et donc, pour pouvoir préserver le vivant, il s'agit de donner des droits à ce qui aujourd'hui n'en a pas. Aujourd'hui, la nature n'a pas assez de droits, les animaux n'ont pas de droits, les espaces naturels n'ont pas de droits, et donc on souhaite plaider et faire en sorte qu'au niveau européen, on reconnaisse la question des écocides, et c'est pourquoi on propose un traité environnemental qui surplomberait les autres traités, qui mettrait la question de l'environnement, de l'écologie, au sommet de la hiérarchie des règles qui régissent notre Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? Je n'ai pas vu. J'essaie de lire les commentaires en même temps. Excusez-moi pour les petits temps morts. Alors, les loups sont menacés en France. Et bien voilà une bonne question, une question qui fait débat. C'est aussi une question, bien qu'elle soit un peu différente avec les ours dans les Pyrénées. Elle est différente parce que dans les Pyrénées, il s'agit de la réintroduction des ours, alors que pour les loups, ce n'est pas de la réintroduction, c'est qu'ils s'étendent naturellement et ils colonisent de nouveaux espaces. Et donc là, la position des Verts, elle est claire, c'est que nous sommes pour la protection des loups, nous sommes pour le maintien des loups dans les espèces menacées, et il faut le dire, c'est un sujet de débat, notamment avec nos amis de la Confédération paysanne, et notamment de toutes celles et ceux qui pratiquent un pastoralisme plutôt éthique, puisqu'il s'agit d'avoir des moutons dans la nature, qui montent dans la montagne, etc. etc. Donc c'est plutôt sympathique, autant que ça peut l'être. Et donc là, il y a un compromis dynamique à construire pour, tout en étant extrêmement clair sur le maintien des loups parmi les espèces menacées, donc il faut continuer de les protéger, trouver des moyens économiques, d'accompagnement, d'encadrement, pour que les pasteurs et les pasteuses, je ne sais pas comment on dit, enfin les personnes qui s'occupent de ces moutons, soient davantage épaulés pour qu'ils ne vivent pas, parce que c'est aussi compliqué dans le stress de voir tout ou partie
de leurs troupeaux mis en danger par une attaque de loups. Ce qui arrive, c'est la réalité aussi. Et donc là, il faut faire en sorte de à la fois respecter ce retour de la biodiversité. La biodiversité a besoin que les prédateurs reviennent. C'est pas un hasard si les loups ont s'y est attaqué, parce que quelque part c'était un concurrent prédateur d'Homo sapiens. Donc nous devons coexister avec ces grands prédateurs que sont les loups, que sont les ours. Et il faut aussi accompagner, c'est pas forcément contradictoire, les éleveurs, parce que c'est important aussi qu'il y ait une activité économique dans ces secteurs-là. Et voilà, il y a une logique à articuler qui respecte les deux. Mais c'est pas en tirant sur les loups qu'on trouvera une solution. Moi, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire face à la surpopulation humaine. Alors là, on s'éloigne de la question de la condition animale. C'est la question de la démographie, ça ne doit pas être une question taboue. Mais quand on parle de démographie, à chaque fois, moi, j'aime bien dire que la question, c'est pas le nombre d'humains sur Terre aujourd'hui. La question, c'est comment on consomme. Et songez qu'en Europe, d'ailleurs, on vient d'avoir la date il y a très peu de temps, quand on est européenne ou européen, les Européennes et les Européens ont fini de consommer leur capacité à consommer. Au-delà, ils vivent à crédit, nous vivons à crédit écologiquement, le 10 mai. C'est très différent quand vous êtes africain, où là, par contre, vous sous-consommez par rapport à la capacité de la Terre. C'est ces fameux chiffres qu'on a à l'esprit. L'empreinte écologique d'un Américain, si tout le monde vivait sur Terre comme un Américain, il faudrait 4 planètes. Quand on vit, si tout le monde vivait sur la planète comme un Européen, il faut 2,7 planètes de mémoire. Si tout le monde vivait comme un Africain sur la planète, il faudrait 0,8 planètes. Et donc là, je crois qu'avant de réfléchir à la question démographique, il faut réfléchir à nos modes de consommation et nos modes de production. C'est le premier levier pour sauver la planète. Ensuite, on constate que lorsqu'on travaille notamment sur l'éducation des enfants, quand on travaille sur la scolarisation, notamment des jeunes filles, et qu'on prolonge leur scolarisation, lorsqu'il y a le développement économique qui se fait, notamment dans les pays en voie de développement, eh bien on se rend compte que la natalité baisse. Et pour finir sur ce point, il faut avoir en esprit que en Union européenne, le taux de natalité, il est relativement faible, il est autour de 2, autour de 2. Donc, et pourtant, nous polluons beaucoup. Et si tout le monde vivait, y compris avec notre taux de natalité extrêmement faible, eh bien on ne peut pas continuer comme ça. Donc la question démographique, il faut la prendre en compte, mais attention au risque de raccourcir en disant qu'il suffirait de jouer sur la démographie pour sauver la planète. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, vous avez raison, ce que je viens de dire, la démographie et l'écologie, elle est étroitement liée, mais ce qui est encore plus lié avec l'écologie, c'est nos modes de consommation et nos modes de production. Oui. Alors, au niveau de... vous avez raison, là, encore une fois, c'est moins une question de démographie qu'une question d'aménagement, ou plutôt de déménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on a décidé, on a organisé, je ne sais pas si on l'a décidé, mais en tout cas, on a organisé que la population se concentrait de plus en plus dans les mêmes espaces. C'est la métropolisation du monde. C'est les grandes métropoles où on concentre la population, et c'est notamment des espaces qui sont particulièrement fragiles, d'un point de vue naturel et de biodiversité, que sont les littoraux et la proximité des fleuves, des rivières. Et historiquement, Homo sapiens, les humains, se sont installés à proximité des points d'eau douce, d'ailleurs, plus que sur les littoraux. Là, aujourd'hui, c'est énormément de la population mondiale qui se concentre sur les littoraux. Et donc là, il y a un enjeu en termes d'organisation du territoire à cesser de contrôler les populations dans les mêmes endroits, d'avoir une organisation territoriale plus diffuse, tout en ayant une forme d'urbanisme, parce que c'est aussi dans votre question, qui soit beaucoup moins consommatrice d'espace. C'est-à-dire qu'il faut accepter de laisser de la place à la nature, de laisser de la place à la vie, puis accessoirement de laisser de la place aussi aux terres agricoles. Parce que si on veut pouvoir avoir une alimentation, notamment une alimentation saine, où on ne concentre pas la production agricole dans des petits espaces, il faut aussi laisser de la place pour les espaces agricoles. Donc c'est pourquoi les écolos plaident un moratoire sur l'urbanisation supplémentaire de terres. Ce chiffre, il faut toujours l'avoir en tête. En France, tous les 8 ans,
entre tous les 7 et tous les 10 ans, ça permet des périodes, mais donc je mets une moyenne, tous les 8 ans, on artificialise, c'est-à-dire qu'on bétonne l'équivalent d'un département moyen en France. Donc c'est quand même énorme, ça veut dire qu'à ce rythme-là, si vous comptez bien, dans 10 ans, dans 100 ans, eh ben, il n'y aura plus d'espace naturel en France. Donc c'est une tendance qui est particulièrement lourde d'ailleurs dans notre pays, et il faut cesser cela. Et donc nous, c'est moratoire sur l'urbanisation des espaces naturels et des espaces agricoles, surtout que pour urbaniser, on a beaucoup de friches industrielles. Alors on peut dire tant mieux, tant pis, mais en tout cas, ces friches, elles existent. Et donc avant d'étendre les centres urbains et les périphéries, avant d'urbaniser, il faut d'abord reconstruire là où on a déjà artificialisé. Mais ça, les promoteurs, ils n'aiment pas. Ils préfèrent acheter des terres agricoles ou des espaces naturels qui valent pas cher plutôt que de dépolluer les friches industrielles. Pour le business, c'est moins agréable de devoir dépolluer les sols. Pourtant, si on veut respecter nos espaces naturels et nos terres agricoles, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Sinon, je reprends mon petit fascicule, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Mais je vois qu'il y a les copains et les copines de la commission Conditions Animales qui regardent. Si j'ai oublié des trucs, il ne faut pas qu'ils hésitent à me le dire. Petit sujet sur la protection des lanceurs d'alerte. Alors ça, c'est une question qui ne concerne pas que le bien-être animal, qui concerne l'ensemble des salariés qui, quand ils sont témoins d'actions qui sont scandaleuses dans leur entreprise, qu'ils puissent le dire, et quand ils le disent, qu'ils soient protégés. Alors ça n'a rien à voir, ça n'a pas de lien direct en tout cas avec le bien-être animal, mais vous connaissez peut-être ou avez entendu parler d'Antoine Deltour. Antoine Deltour, c'est quelqu'un qui travaillait dans une grande banque luxembourgeoise et qui a mis sur la place publique ce qu'on a appelé les LuxLeaks, c'est-à-dire le scandale de l'organisation de l'évasion fiscale. Et donc, une fois qu'il a fait ça, il a été très embêté par la justice parce qu'on lui reprochait d'avoir dit la vérité. Le premier qui dit la vérité, il sera exécuté. Et donc, on l'a beaucoup aidé vers, notamment Eva Joly l'a beaucoup aidé pour qu'il ne soit pas inquiété, poursuivi. C'est pareil, vous savez, pour toutes ces personnes qui, notamment, ramènent les images, le AL214 par exemple, des abattoirs. C'est-à-dire qu'il faut protéger ces personnes qui, à un moment, perçoivent bien que ce qui se passe dans ces abattoirs n'est pas bien. C'est peut-être pas le cas dans tous, mais en tout cas, ça arrive trop souvent encore. Et donc, qu'ils soient protégés lorsqu'ils témoignent de ce qui se passe dans les abattoirs. Si vous étiez animal, David Cormand, lequel seriez-vous? Je serais une tortue, parce que j'aime beaucoup les tortues. La tortue, c'est un animal qui est lent, et moi j'aime bien avoir le temps de contempler, de voir les choses. C'est un animal qui vit, si on ne le tue pas, longtemps, qui a une bonne espérance de vie. C'est un animal à croissance lente. Moi je suis un peu pareil, à croissance lente, même si je suis assez grand, et que j'avais grandi plutôt vite. Et donc ouais, je suis très attaché aux tortues. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que pour cette campagne électorale, on a fait un seul goodies. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un goodies. C'est un petit gadget qu'on fait. Alors par exemple, La République En Marche, ils ont fait un drapeau européen en plastique. Vous voyez les choses. Nous, on a fait une paille en inox réutilisable avec un petit goupillon. Je crois que j'en ai pas ici. Sinon, je vous l'aurais montré. Un petit goupillon qui la nettoie à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez évidemment la réutiliser. Et pourquoi je pense à la paille? Peut-être avez-vous vu cette image de la tortue dont on extrayait une paille qu'elle avait dans le nez. Ben ça, vous voyez, c'est la conséquence de la société de consommation et de gaspillage dans laquelle nous sommes. On boit un mojito au bord de la mer ou ailleurs d'ailleurs, c'est agréable, avec une paille en plastique. La paille en plastique, elle finit je ne sais pas où, et elle finit dans la mer, elle finit dans le nez de la tortue. Et donc, voilà, mais c'est pas à ça que je pensais quand je voulais être une tortue. Je souhaite être une tortue qui n'a pas de paille en plastique dans son nez. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Ben écoutez, on est pas mal. Je vous propose les pratiques cruelles, corrida, je vous en ai parlé. Les tests sur les animaux, je vous en ai parlé. La faune sauvage, les ours, les loups, on en a parlé. J'espère que j'ai rien oublié, hein, dis donc, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Oui, la diminution de la souffrance animale durant les transports et dans les élevages, j'en ai parlé.
Eh bien écoutez, on est pas mal. Alors, rappel, sur le site, c'est quoi le site déjà? C'est pour le climat.eu. Nous, on n'a plus rien le droit de mettre dessus parce que c'est la fin de la campagne ce soir à minuit, mais tous nos documents qui étaient déjà en ligne, ils le sont toujours. Lisez ce doc, il est vraiment, je trouve, complet, sympa, très bien. Et à très bientôt. Pensez à voter dimanche pour qui vous voulez, mais pensez à voter dimanche. Et il y a une autre question, mais m'interromps. L'Europe est souvent décriée car elle permet la marchandisation des animaux. Pensez-vous que l'Europe est une bonne chose pour les animaux? Eh bien, vous savez, ça, c'est comme tous les autres sujets. Ça dépend ce qu'on en fait de l'Europe. L'Europe, elle peut être capable, s'il y a des majorités politiques qui décident de faire le libéralisme, les traités de libre-échange, la maltraitance animale, d'encourager l'agriculture carnée et de l'élevage intensif, ça peut être le pire. Mais ça peut être aussi le meilleur. Et c'est là-dessus justement que je voulais conclure. Vous savez, on entend beaucoup que ouais, l'Europe, après tout, est-ce que ça a beaucoup de pouvoir? Et surtout, est-ce que le Parlement européen, il a tant de pouvoir que ça? C'est pas sûr, après tout, c'est pas là que ça se passe. Je vais vous dire, et je vais vous donner un chiffre pour essayer de vous convaincre que le Parlement européen, il a beaucoup de pouvoir. Pour un député européen, ou une députée européenne, il y en a 705 qui siègent. Pour un député ou une députée européenne ou européen, il y a 45 lobbyistes. Les lobbyistes, c'est quoi? C'est les personnes qui sont payées par les multinationales pour influencer les élus et essayer que le Parlement européen vote des choses dans leur sens. Est-ce qu'on croit vraiment que si le Parlement européen avait aucun pouvoir, les multinationales et les lobbyistes seraient aussi nombreux à Bruxelles? Le Parlement, il a beaucoup de pouvoir, et donc y compris sur la question de la condition animale. L'Europe, elle peut agir par l'intermédiaire du budget de la PAC, je l'ai dit, par l'intermédiaire de la réglementation, je l'ai dit, par l'intermédiaire de la recherche, de l'innovation. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de l'innovation pour pouvoir savoir à l'avance si l'œuf, il va donner une poule ou un poulet. Et bien ça se finance en termes de recherche et ça permet d'avoir un effet positif ensuite sur le bien-être animal. Donc oui, l'Europe peut être une chance pour la condition animale à condition qu'il y ait des élus au Parlement européen qui se battent dans ce sens-là. Dernière chose, pour les exportations de chiens et de chats venant des pays de l'Est font partie de vos actions. Alors c'est ce que je disais en début de Facebook Live, nous on souhaite par rapport aux animaux de compagnie de nous orienter autant que faire se peut vers la fin des élevages, y compris d'animaux de compagnie. Donc on sait bien qu'il y en aura encore, il peut y avoir un label spécifique avec un suivi sur le bien-être des animaux dans ces élevages, et surtout, il faut arrêter la commercialisation des animaux dans les animaleries. Moi, à chaque fois que je vais citer, tant pis, à Jardiland, alors les enfants sont en pamoison devant ces petits chiens, ces petits chats dans leur cage en verre, c'est insupportable. En plus, y compris, ça donne une image aux mômes que les animaux, c'est leur place d'être là-dedans. Donc ça doit être clairement interdit. C'est pas normal qu'on commercialise les animaux de compagnie de cette façon-là. Et ça, ça percute votre question sur l'exportation de ces élevages des pays de l'Est pour venir en France. J'imagine qu'il y a plein de chiens et de chats qui naissent dans notre pays, et autant se les refiler, ça se fait. Moi, je suis près de chez moi, en Normandie, au marché, régulièrement, le dimanche, il y a des gens qui ont eu des chats, des petits chiens, des petits chiots qui ne peuvent pas les garder, et qui les donnent même aux gens pour pouvoir les adopter. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je crois aussi qu'il faut réfléchir à la formation des personnes qui veulent avoir un chat ou un chien chez eux, qu'on vérifie qu'ils soient bien traités. Le plus souvent, c'est le cas, mais il faut être vigilant aussi sur la maltraitance des animaux de compagnie. Et je vois Valérie Girardon privilégier les élevages familiaux, absolument. Encore une fois, les animaux n'ont pas vocation à être des marchandises. Les animaux n'ont pas vocation à être transformés en objets. Ce sont des êtres vivants comme nous, et donc il faut les considérer comme tels. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Et donc, dimanche, il y a une élection, elle est importante, elle permet d'élire des députés européennes et des députés européens. Et donc vraiment, je compte sur vous, non seulement pour que vous votiez, encore une fois, pour qui vous voulez, mais allez voter. Votez, faites voter vos amis, dites-leur que ceux qui pensent que l'Europe, ça sert à rien, que le Parlement européen, ça sert à rien,
C'est pas vrai, il y a plein de beaux combats à mener, et comptez sur nous, si nous sommes élus dimanche, on fera le job, et on reviendra à la Ligue des animaux pour rendre des comptes. Merci beaucoup et à bientôt. Il y a un bug.